Bonjour chers élèves, c'est encore M. Badji, professeur au lycée Guignabo et qui intervient aussi au collège privé Marie Curie, qui revient pour vous entretenir du thème de la décolonisation en Asie, Inde et Indochine. Alors, l'Inde et l'Indochine, ce sont deux exemples opposés de décolonisation. L'Inde est une colonie anglaise. Elle a obtenu son indépendance de manière pacifique, alors que l'Indochine est une colonie française, a obtenu son indépendance de manière violente, c'est-à-dire une décolonisation avec les armes. Alors si on commence par l'Inde, l'Inde c'était une colonie anglaise à partir de 1858. Et deux grands partis vont donc lutter pour l'indépendance, deux grandes parties vont lutter pour l'indépendance de ce pays ou de cette colonie. C'est le parti du Congrès qui est créé en 1885 et la Ligue musulmane. Et quant à l'Indochine, elle était devenue à partir de 1883 une confédération et qui est composée d'une colonie qui est la Cochinchine et de 4 protectorats que sont l'Annam, le Cambodge, le Tonkin et le Laos. Alors l'Indochine va obtenir son indépendance de manière violente après 8 ans de guerre contre la France qui était donc sa métropole. Voilà donc camper le décor de cette leçon et nous allons passer au grand A qui est donc l'Inde. Alors, si on regarde l'histoire de la décolonisation en Inde, on peut la diviser en deux grandes parties. Alors, la première partie, c'est la partie qui couvre de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais avaient demandé aux Indiens de les soutenir pour faire face donc à l'ennemi qui était donc l'Allemagne. Et ils ont utilisé le système du volontariat. Et on demandait aux Indiens de les aider sous promesse, donc avec une promesse d'indépendance après donc une fois la guerre terminée. Mais quand la guerre est terminée, les Anglais ont fait la sourde oreille. Ils ont fait comme s'ils n'ont jamais promis quelque chose. Et ils ont continué donc à faire comme si rien n'était. Alors donc, ils vont, les Indiens, pour rappeler aux Anglais leurs promesses, vont donc commencer à organiser des manifestations politiques, vont à faire des marches pour donc tout de suite demander l'indépendance. Et ces manifestations sont très souvent réprimées durement. Et parmi ces manifestations qui ont été réprimées, nous pouvons retenir la manifestation d'Amnestar qui va finir donc par un bain de sang dans le Pendjab en novembre 1919. Alors à partir de ce moment, Mahatma Gandhi, qui était en exil, va donc, le leader du parti du Congrès, va donc revenir au pays. Il était en Afrique du Sud, il va revenir au pays et il va donc prendre en charge la question de l'indépendance de l'Inde. Et ce qui nous permet de passer donc à ce que Gandhi va mettre en œuvre pour obtenir l'indépendance de l'Inde, ce que nous appelons les campagnes de désobéissance civile de Gandhi. Alors quand Gandhi va revenir au pays à partir du 20 août, alors Gandhi qui est avocat de formation, va commencer donc à mettre en place des stratégies, des moyens de lutte pour pouvoir pousser les Britanniques à négocier. Et parmi ces stratégies, nous avons le refus de toute fonction administrative et élective. Nous avons aussi le refus de fréquenter les institutions anglaises, écoles, tribunaux, administration, etc. Mais aussi, on a un système de boycottage des produits anglais. On demande aux populations de ne pas acheter les produits anglais pendant une période bien déterminée. Alors, ces actions sont tellement efficaces que cela va pousser les Anglais à emprisonner Gandhi. Mais Gandhi en prison va devenir encore beaucoup plus grave que Gandhi libre.
Et tout ce qu'il va donner comme directive va être suivi pratiquement à la lettre par ses partisans. Et ce qui va pousser les Anglais à négocier avec les Anglais. Mais les négociations vont échouer et les Anglais quand même vont accepter ce qu'on appelle l'Indian Act à partir de 1935 qui demande à ce que l'Inde soit un État fédéral à son indépendance. Alors, quand cela a été posé, ça va déjà tout de suite créer un problème parce que les musulmans de la Ligue musulmane, qui est donc le deuxième parti du pays, vont donc s'opposer à cette idée d'un pays qui est donc indépendant, un pays unique indépendant. C'est ce qui va amener plus tard, à partir donc de ce qu'on va appeler la deuxième guerre, après donc la deuxième guerre mondiale. Après la deuxième guerre mondiale, ça va nous amener à ce qu'on appelle un peu une séparation de l'Inde pratiquement en deux tendances. Il y a ceux qui veulent d'un État fédéral et ceux qui ne veulent pas d'un État fédéral. Et les choses vont se détériorer à partir de l'arrivée au pouvoir de Clement Attlee, qui va remplacer Winston Churchill donc à partir de 1945. Quand Clement Attlee va dire qu'il a l'intention de donner l'indépendance à l'Inde, alors tout de suite la lutte entre les deux fractions va donc s'intensifier et cela va se traduire par une guerre qui va durer 2 ans, une guerre civile en Inde qui va durer 2 ans entre les partisans d'un État donc fédéral et les partisans d'une Inde qui est divisée en 2 entités. Alors finalement, les Anglais vont donc organiser donc ce qu'on appelle des rencontres et finalement on a accepté à ce que les Anglais sont convaincus que le pays ne peut pas être un à son indépendance. Et en 1947, ce sont deux pays différents qui vont être proclamés indépendants. Il s'agit de l'Union indienne qui est donc dirigée ou alors dont les leaders sont Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru. Et il s'agit aussi du Pakistan qui est dirigé par Ali Jinnah Muhammad. Mais le Pakistan a 2 grandes parties, est divisé en 2 grandes parties. Et ces 2 grandes parties sont distantes d'à peu près 1700 km. Alors, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Alors, finalement, ces 2 Pakistans vont donc se séparer et va donc créer 2 États. On va donc aboutir à la création de 2 États, ce qu'on appelle le Pakistan en tant que tel qui va rester, mais aussi il y a la création de ce qu'on appelle le Bangladesh en 1971. Alors si on résume tout de suite l'indépendance de l'Inde, on va dire que l'Inde a obtenu son indépendance de manière pacifique, mais sa décolonisation est considérée comme une décolonisation ratée. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pays, en allant à l'indépendance, va donc être confronté à 2 ans de guerre civile. Ensuite, une fois l'indépendance, le pays va se diviser d'abord en 2, puis en 3, avec la naissance du Pakistan, de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh et le grand ensemble, l'autre grand ensemble qui va donc être l'Union indienne. Donc à l'indépendance, l'Inde qui était un pays unique et un pays uni va se diviser en 2 grandes parties au départ, puis en 3 parties. Il s'agit de l'Union indienne, il s'agit du Pakistan et il s'agit donc du Bangladesh. Voilà donc le Pakistan qui est donc qu'on appelle le Pakistan occidental, qui va devenir ce qu'on appelle le Bangladesh, et le Pakistan oriental va donc rester le Pakistan, qui donc voilà donc les entités qui vont constituer l'Inde à l'indépendance et qui poussent les gens à parler d'une indépendance qui est ratée. Voilà donc ce qui nous donne, on va donc entamer la deuxième partie qui est donc l'Indochine, un exemple de décolonisation violente. Alors nous allons commencer d'abord par les origines du conflit. Comment donc on est arrivé à une situation conflictuelle en Indochine. Alors comme beaucoup de pays
ou beaucoup de colonies qui appartenaient aux puissances occidentales en Asie, en Extrême-Orient, alors l'Indochine va être occupée par le Japon qui profite des faiblesses des puissances occidentales pendant la guerre pour donc les remplacer au niveau de leurs colonies. Mais quand, avec le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, le Japon a accepté sa défaite, alors les conditions qu'on a demandé au Japon, c'est d'évacuer tous les territoires qui ont été occupés depuis même le 19e siècle. Et l'Indochine va être évacuée. Mais les Japonais en partant vont dire aux Indochinois, n'acceptez jamais que les Français reviennent dans votre territoire au nom de l'asiatisme qu'on a vu avec les causes générales de la décolonisation. Alors, au nom de cet asiatisme, Ho Chi Minh va proclamer le 2 septembre 1945 l'indépendance de l'Inde sans l'aval de la France. Mais la France qui est affaiblie ne pouvait pas tout de suite s'attaquer à l'Indochine et la France va envoyer l'amiral Curie d'Argentlieu et qui va donc venir constater la situation et même va envoyer le général Leclerc qui va donc du point de vue militaire va constater la situation et peut-être mesurer le sentiment nationaliste indochinois. Alors, quand ces gens-là se sont rendus compte que ces gens-là, les Indochinois sont déterminés à prendre leur indépendance, alors il fallait donc jouer au plus malin pour gagner du temps. Et les Français vont signer beaucoup d'accords avec les Indochinois, parmi lesquels l'accord Saint-Denis-Ho Chi Minh, pour tout de suite demander à ce que l'Indochine soit un pays qui est plus ou moins autonome, mais certains secteurs clairs sous le contrôle de la France. Alors, Ho Chi Minh a accepté cet accord, mais tout en sachant que c'est pratiquement un accord qui est sur le terrain très peu pratique. Et c'est la raison pour laquelle les Français donc vont tout de suite à un certain moment se rendre compte que la situation là ne peut pas perdurer. Quand les Français sont suffisamment préparés, ils vont donc passer à l'attaque, ils vont passer tout de suite à l'offensive. Mais quand on regarde tout de suite la guerre en Indochine, alors la guerre en Indochine va tout de suite commencer avec la guerre de libération, va commencer tout de suite avec entre une situation de pays colonisés et de pays colonisateurs. Alors au départ, qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre qui est strictement entre la France et l'Indochine. Alors, comme les Français donc cherchent à gagner du temps, la France va donc faire appel à partir de 1948 à l'empereur qui était en exil en Chine, l'empereur Bao Dai. Et à son arrivée, on va donc lui accepter ce qu'on a refusé à Ho Chi Minh, donc l'indépendance du Vietnam. Alors, quel est l'objectif qui est cherché en faisant cela? Alors, les Français cherchaient à diviser les Indochinois en deux grands groupes, ou tout simplement les Vietnamiens en deux groupes, en partisans du communisme et en anticommunistes. Les laisser se battre pendant une bonne période pour ensuite venir les achever. Mais le problème qui s'est posé, Ho Chi Minh a compris cela et Ho Chi Minh va donc reculer au niveau des campagnes. Et il va mener ce qu'on appelle une guerre, un combat du tigre contre l'éléphant. Alors Ho Chi Minh, sachant que les Français, frontalement, ils sont plus puissants, Ho Chi Minh a choisi un système d'attaque surprise. Il attend que les Français que les Français perdent l'attention pour tout de suite faire éruption quelque part pour les attaquer, pardon. Voilà donc le départ de cette guerre. Mais cette guerre-là va finir par s'internationaliser. Comment le conflit va s'internationaliser? Alors la guerre dure donc, la guerre tirant en longueur, cette décolonisation tirant en longueur, les Indochinois vont bénéficier de beaucoup d'apports. Le premier apport, à partir de 1947, il y a une rupture entre les capitalistes et les communistes. Ho Chi Minh, qui se proclame donc communiste, va bénéficier du soutien des pays communistes. Mais ensuite, à partir de 1949, à côté de l'Indochine, la Chine devient un pays communiste. Et puis, la Corée devient encore un autre pays communiste à côté de l'Indochine. Alors l'Indochine va bénéficier de l'appui
et non seulement de l'URSS, mais aussi de l'appui de la Chine et éventuellement même de l'appui de la Corée. Et à partir de ce moment-là, la guerre commence à se compliquer en Indochine. Et les choses commencent à se compliquer et jusqu'en 1954, période pendant laquelle le général Giap va donc surprendre ou alors va donc attaquer les positions donc françaises qui ont été défendues à Dien Bien Phu par 12 000 soldats français. Alors à partir de ce moment, la France a été battue et le 20 juillet 1954, on va signer le traité qui va donc mettre fin à la guerre au Vietnam. Alors, si on revient un peu sur la situation de cette défaite française en Indochine, c'est que les Français, les généraux français ont minimisé la capacité d'atteinte de la capacité de feu du Viet Minh, qui est donc le parti de Ho Chi Minh qui demandait l'indépendance. La capacité de nuisance, parce qu'ils pensaient là où ils étaient à Dien Bien Phu, c'était pratiquement à 50 km de la position du Viet Minh. Alors les Français n'ont jamais pensé un moment que le Viet Minh pourrait transporter matériel et hommes jusqu'à Dien Bien Phu. Et même quand les Vietnamiens étaient en train donc de creuser des tranchées autour de Dien Bien Phu, les Français refusaient de croire que c'était le Viet Minh qui le faisait, parce que tout simplement ils n'ont jamais pensé au moment que le Viet Minh peut traverser toute cette distance avec quels moyens, avec des moyens rudimentaires. On utilisait des armes, on utilisait on utilisait même des bicyclettes pour transporter des armes et quelques véhicules que l'URSS a donné au Viet Minh. Alors, autre élément qui est important ici, c'est le matériel que le Viet Minh va recevoir de la part des Soviétiques. Alors ce matériel passait généralement par la Chine, et les Chinois à chaque fois prenaient une partie de ce matériel. Et ce matériel va être détecté lors de l'intervention chinoise en Corée. Et c'est l'un des problèmes qui a créé donc un peu la dissension entre la Chine et l'URSS lors de la coexistence pacifique. Autre élément, les Français, quand ils étaient encerclés à Dien Bien Phu, ont bénéficié donc d'un appui des États-Unis. Mais le problème qui se posait, les États-Unis parachutaient les armes, et ces armes ont fini très souvent dans les mains du Viet Minh, et le Viet Minh les repositionnait pour donc bombarder les positions françaises. Alors finalement, que peut-on retenir donc de l'indépendance en Indochine? Donc pendant 8 ans, la France a voulu donc jouer au plus malin. La France a voulu tirer en longueur donc pour refuser de donner l'indépendance au Vietnam et à ces autres pays donc qui dépendent de cette fédération indo-chinoise. Alors le temps a joué en faveur des Indo-Chinois, parce que tout simplement ils vont bénéficier de l'appui, et non seulement de l'URSS, mais de la Chine devenue communiste et de la Corée aussi devenue communiste. Et comme l'Inde, le Vietnam va devenir indépendant, et il y aura donc 3 pays. Dans un pays qui était au départ une fédération, le pays donc sera divisé encore. Il y aura donc 3 pays qui vont partir individuellement à l'indépendance. Il s'agit du Vietnam, il s'agit du Laos, il s'agit du Cambodge. Mais la situation du Vietnam va se compliquer parce que le Vietnam du Nord était communiste et le Sud était capitaliste. Il fallait organiser des élections. Le Sud, avec l'influence des États-Unis, a refusé d'organiser les élections. Et tout de suite, donc Ngo Dinh Diem, qui est donc le dirigeant du Sud, refuse d'organiser les élections, et le Sud va donc être envahi par le Nord. Et l'invasion du Sud par le Nord va pousser les Américains à intervenir. Et cette intervention des Américains au Vietnam est un des facteurs de ce qu'on a appelé les causes, donc une des causes de la détente dont on parle dans la guerre froide. Je vous remercie.